Bonjour. Dans le cadre du programme de formation des résidents des internes au service de neurologie pédiatrique, on va voir ensemble la présentation-interprétation de l'imagerie cérébrale. Il faut savoir que la neuroradiologie consiste en l'étude de l'encéphale, la moelle et ses racines nerveuses, leur enveloppe et les espaces liquidiens. C'est une technique qui concerne les enfants et les adultes. Elle peut être à visée diagnostique et interventionnelle. Et il faut savoir que les deux examens complémentaires les plus répandus en neurologie sont le scanner cérébral et l'IRM cérébral. L'IRM cérébral est la technique la plus adaptée à l'étude de ces structures variées. Elle fournit des renseignements sur le siège et la nature du processus pathologique. En contrepartie, le scanner cérébral trouve sa place et peut être aussi obligatoire en cas de contre-indication à l'IRM ou une grande agitation du patient, devant une extrême urgence et non-disponibilité de l'IRM, peut être indiqué devant la suspicion d'accident ischémique aigu ou de céphalée aiguë faisant évoquer une hémorragie méningée et fait partie du bilan post-traumatique initial et de bilan vasculaire des vaisseaux du cou. Elle peut être demandée au décours d'une IRM cérébrale à la recherche de calcification pour étudier l'os au voisinage d'une lésion et pour analyser le rôle des modifications rachidiennes dans la genèse d'une sténose canalaire ou foraminale. Elle permet surtout de différencier un saignement ancien d'une calcification. Mais le scanner cérébral est insuffisant en cas d'anomalie de la substance blanche, en cas de lésion intrinsèque ou de petite taille des nerfs, en cas de petit accident ischémique récent ou de petite lésion méningée, devant la suspicion d'une anomalie de la région hypophysaire et les lésions entraînant une épilepsie de l'enfant, et devant surtout les lésions médulaires. Donc, on va s'intéresser à l'IRM cérébral, qui est l'examen de choix en neurologie. Et c'est un examen qui permet une analyse élémentaire de l'encéphale par comparaison droite-gauche à tous les niveaux de coupe sur toutes les séquences. Et les résultats sur le plan pathologique trouvent soit une lésion, soit des hypersignaux de la substance blanche en T2 flair, soit une prise de contraste anormale de l'encéphale. Sur le plan radiologique, une lésion est définie soit par une anomalie de couleur ou signal et ou de morphologie des structures normales, ou une structure supplémentaire anormale dans ou en dehors du cerveau et de la moelle. Pour faire le diagnostic sémiologique d'une lésion radiologique, on doit déterminer la structure pathologique, est-ce que c'est un vaisseau, un hémisphère, le nombre de lésions, la localisation intra- ou extra-parenchymateuse, l'aspect essentiellement c'est le signal et la morphologie, et déterminer les modifications associées qui sont l'œdème, l'atrophie, les modifications adjacentes méningées, osseuses, sous-cutanées ou extracérébrales, déterminer s'il existe un effet de masse tel que une compression, refoulement, déformation des structures adjacentes à ce processus, et il faut aussi rechercher l'existence d'un engagement. Donc, deuxième anomalie radiologique qu'on doit rechercher à l'IRM cérébral, c'est la présence d'hypersignaux de la substance blanche en T2 et en flair. C'est une anomalie qui est synonyme soit d'un remplacement de la myéline normale par une structure riche en eau ou très cellulaire, telle que l'œdème, cavitation remplie de LCR ou bien une infiltration tumorale, soit elle est secondaire à une anomalie primitive de la myéline qui peut être une démyélinisation ou dysmyélinisation. Ces hypersignaux de la substance blanche doivent être interprétés en fonction de la clinique, du terrain, de la morphologie, du résultat des autres séquences réalisées. Troisième anomalie radiologique qu'on doit rechercher, c'est la prise de contraste anormale de l'encéphale, qui peut être extra-parenchymateuse touchant les méninges, les parois ventriculaires ou les espaces sous-arachnoïdiens, ou bien intraparenchymateuse. Mais il faut avoir à l'esprit qu'il y a une prise de contraste normale de l'encéphale, puisque à ces structures, il n'y a pas de barrière hémato-encéphalique.
C'est la prise de contraste des vaisseaux, des méninges, de l'hypophyse, des plexus choroïdes, du tige pituitaire et de l'épiphyse. Donc, il faut savoir que l'IRM présente plusieurs séquences, mais on va s'intéresser aux séquences les plus utilisées. Donc, on va commencer par la séquence T1, sans ou avec injection de produits de contraste. C'est une séquence qui permet de montrer une image anatomique, c'est-à-dire la substance grise en gris, la substance blanche en blanc, le liquide cérébrospinal en noir et la graisse en blanche. Alors que la séquence T2 est une séquence de contraste inversé. Donc, sur le plan pratique, on voit ici, c'est une séquence en pondération T1 après injection de produits de contraste. On voit le contraste anatomique, c'est-à-dire, on voit ici que la substance blanche, comme vous voyez, elle est en blanc. La substance grise, elle est en gris. L'injection de produits de contraste est bien visible au niveau des espaces sous-arachnoïdiens et au niveau du sinus veineux. Par contre, c'est une séquence coronale parallèle au tronc cérébral en pondération T2. On voit que le contraste qui est inversé par rapport à la séquence T1, c'est-à-dire la substance blanche elle est grise, la substance grise elle est blanche et le liquide cérébrospinal est en blanc. Donc la troisième séquence est la séquence FLAIR. C'est une séquence T2 avec atténuation du signal de l'eau pure. Donc les espaces sous-rachidiens et le liquide cérébrospinal, il est visualisé en noir. C'est une séquence qui a l'avantage d'une bonne différenciation entre tissus sains et pathologiques dans les régions périventriculaires. Quatrième séquence, c'est la séquence T2 écho de gradient ou T2 étoile. C'est une pondération T2 avec accentuation des effets de susceptibilité magnétique. Donc, c'est une séquence qui visualise tout ce qui est calcification, air, os, hémosidérine en noir. C'est une séquence qui a l'avantage d'une sensibilité à la présence des micro-saignements. Donc, je vous montre, c'est une séquence axiale en pondération FLAIR. Donc, c'est une séquence T2 avec annulation du signal de l'eau pure, notamment de liquide cérébrospinal qui apparaît en noir, comme vous voyez les flèches. Une autre séquence, c'est la séquence inversion-récupération. C'est une séquence qui permet une bonne résolution spatiale, substance grise, substance blanche et liquide cérébrospinal. Le signal de lésion et d'interprétation délicate. On voit aussi la séquence suppression de graisse. C'est une technique ajoutée à la séquence de base T1 ou T2 avec annulation de l'hypersignal de la graisse qui est en hyposignal. On voit aussi, c'est une dissection carotidienne et vertébrale chez 3 patients différents. La première séquence, c'est une séquence axiale en pondération T1 avec saturation de la graisse, montrant un hypersignal de la paroi de l'artère vertébrale droite, réduisant ainsi son diamètre. Le même aspect est retrouvé chez un autre patient au niveau de l'artère carotide interne gauche. Et l'angio-IRM des troncs supra-aortiques, objectif une dissection de la carotide interne gauche sous forme d'un rétrécissement régulier et filiforme de sa lumière. Donc, une autre séquence qui est très importante, c'est la séquence angiographie par résonance magnétique ou ARM. C'est une séquence qui permet une étude focalisée sur les vaisseaux artériels ou veineux au niveau cérébral ou cervical. Et la technique la plus utilisée est celle de polygone de Willis en temps de vol ou time of flight ou vue d'en haut. Donc, c'est une angio-IRM polygone de Willis vue d'en haut. On voit ici, c'est le polygone de Willis avec les différentes artères cérébrales. C'est une angio-IRM vue d'ensemble des troncs supra-aortiques et des artères cérébrales. Donc, sur le plan pratique, par exemple, c'est un patient ayant présenté une hémiparésie droite pendant quelques minutes. L'IRM montre sur la séquence de diffusion, comme vous voyez,
cette séquence des petites lésions ischémiques du cortex frontal gauche dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne, comme vous voyez par les flèches. Et sur l'angiographie, on voit une sténose serrée à l'origine de la carotide interne. Et la localisation de la sténose étendue de l'extrémité de la carotide commune aux origines de la carotide interne et de la carotide externe. Elle est caractérisée par une plaque d'athérosclérose. Donc l'angiographie peut être artérielle mais aussi peut être veineuse comme dans ce cas. Ce sont des plaques de angiographie veineuse. Deux autres séquences importantes, surtout en cas de pathologie vasculaire, c'est la séquence de diffusion qui reflète le mouvement de l'eau, qui peut être altéré dans les œdèmes cytotoxiques et cet œdème cytotoxique apparaît en hypersignal. Donc cet hypersignal est visualisé surtout en cas d'AVC ischémique récent. Donc, deuxièmement, la séquence de perfusion, c'est une séquence qui permet de déterminer le pénombre, qui est une zone hypoperfusée et qui est synonyme d'une ischémie débutante et réversible. Donc, c'est un plaque de scanner cérébral sans injection de produits de contraste chez un patient qui se présente pour une hémiparésie brutale gauche. Sur le plan radiologique, on voit une hypodensité cortico-sous-corticale temporale droite avec une dédifférenciation substance blanche, substance grise et effacement partiel des sillons et de la vallée sylvienne droite. Toujours avec le même patient, on a complété par une IRM cérébrale. Donc c'est une coupe axiale en pondération claire. On retrouve l'anomalie signalée sur le scanner, mais avec une deuxième localisation occipitale gauche non visualisée sur le scanner. Et cette lésion occipitale gauche à côté de la lésion temporale droite. Toujours avec le même patient, coupe pondérée en diffusion, on trouve un hypersignal en diffusion confirmant l'AVC ischémique. Passons maintenant aux séquences d'IRM fonctionnelles. Ce sont des séquences qui sont utiles dans les bilans pré-chirurgicaux de lésions situées dans une zone fonctionnelle. Elles permettent une visualisation d'aires particulières telles que les aires de motricité ou du langage. Donc, l'examen repose sur des séquences pondérées en T2 lors de l'exécution de manœuvres particulières par le patient. Donc, ce sont des séquences d'IRM fonctionnelles d'activation. Ce qui est en vert, ce sont les mouvements de la main. Ce qui est en rouge, ce sont les lèvres. Ce qui est en jaune, c'est le langage. Donc, le cortex sensorio-moteur primaire à respecter, qui est situé juste en arrière de la tumeur. Donc, ici, c'est la tumeur et le cortex sensorio-moteur est derrière la tumeur. Il doit être respecté lors des actes chirurgicaux. Une autre séquence particulière, c'est la séquence de spectroscopie par résonance magnétique. C'est une séquence qui a son intérêt surtout dans les maladies métaboliques, qui permet un diagnostic et un suivi sous traitement de certaines tumeurs cérébrales. Donc, cette séquence permet une analyse de différents métabolites cérébraux, qui sont la N-acétylaspartate, la choline, la créatine, le myoinositol, les lipides et les lactates. Après savoir les séquences conventionnelles et fonctionnelles de l'IRM cérébral, il faut savoir que l'interprétation est fonction du terrain, du contexte clinique et surtout de l'âge. Pour cela, on est dans un service de neurologie pédiatrique, on doit toujours savoir la chronologie de la myélinisation de l'encéphale. Donc la myélinisation de l'encéphale est amorcée par le fœtus à 4 mois. Puis, entre la naissance et 25 mois, l'âge de 25 mois. Donc, la myélinisation du système nerveux périphérique précède celle du système nerveux central. C'est un phénomène qui est centrifuge, qui commence par le tronc cérébral, les pédoncules cérébraux et cérébelleux, les capsules, les centres semi-ovales, puis la substance blanche encéphalique. Donc,
la substance blanche ou la myéline normale apparaît en hyper T1 et hypo T2 plus ou moins clair dans les séquences de l'IRM. Donc, ce sont des plaques d'IRM chez un patient âgé de 4 ans de sexe masculin qui montrent des atteintes du corps calleux avec un hyposignal T1 et hypersignal T2 diffuse de la substance blanche profonde et une atteinte des fibres en U. Ce sont des images typiques d'adrénoleucodystrophie. Donc, un autre cas clinique, ce sont deux coupes axiales en IRM cérébrale en pondération T2 qui montrent un hypersignal diffus de la substance blanche périventriculaire, prédominance postérieure et en forme de papillon, qui épargne les fibres en U sous-corticales avec un aspect tigré au niveau du centre semi-ovale. Et on note une atteinte du corps calleux, capsule interne et du tractus corticospinal. C'est la leucodystrophie métachromatique. Toujours chez le même patient, on a complété par un spectre IRM qui a montré un pic de choline. Donc, c'est un patient qui doit être proposé pour estimation de l'activité enzymatique de l'arylsulfatase sulfatase A. On voit ici deux coupes axiales en pondération T2 et claire qui montrent une discrète démyélinisation diffuse de la substance blanche profonde avec des fibres en U qui sont épargnées. C'est la maladie de Pelizaeus-Merzbacher. Donc, il faut savoir qu'il existe différents protocoles d'imagerie encéphalique et qui peuvent être proposés selon que le patient présente des céphalées, une épilepsie, un déficit neurologique brutal, des signes neurologiques d'apparition progressive, parfois régressifs, des signes neuro-otorhinolaryngologiques, en cas de traumatisme crânien, en cas de démence, en cas de mouvements anormaux ou de syndrome visuel. Merci pour votre attention.